Pourquoi le dossier de l'Inquisition vénitienne contient-il une dénonciation pour sorcellerie contre le jeune abbé Casanova, déposée 2 jours à peine avant son évanouissement du séminaire? Et comment la carte des passages secrets du Palais des Doges, qu'il dessinera bien plus tard, a-t-elle pu se retrouver dans les archives du renseignement français 1 an avant même son recrutement officiel? Ces questions ne sont pas le début de sa légende, mais les clés de voûte de son existence. La Venise du XVIIIe siècle n'était pas une ville, mais une scène de théâtre où chaque citoyen portait un masque et où le carnaval durait 6 mois par an. C'est dans ce décor de splendeur et de décadence que Giacomo Casanova, fils de comédien, a pris sa première leçon. La vie n'est pas ce que l'on est, mais ce que l'on prétend être. Destiné à l'église par sa grand-mère, il enfile la soutane comme un premier costume. Mais sous le tissu noir bat un cœur qui ne prie que les plaisirs terrestres. Le séminaire n'est pour lui qu'une bibliothèque et la théologie un exercice de rhétorique. Son esprit est trop vif, sa curiosité est trop insatiable pour les dogmes. Il dévore les livres interdits, apprend les sciences occultes, non par croyance, mais pour en faire des armes de séduction. Son expulsion n'est pas un échec, mais une libération. Il plonge alors dans les eaux troubles de Venise, non plus comme abbé, mais comme joueur. Les casinos clandestins, les ridotti, deviennent son nouveau sanctuaire. Il n'a pas d'argent, mais il possède un capital bien plus précieux. Une mémoire prodigieuse, une intelligence mathématique et une audace qui confine à l'insolence. Il n'est pas un tricheur vulgaire, il est un artiste de la probabilité, un psychologue qui lit dans les yeux de ses adversaires leur peur et leur cupidité. Chaque partie de cartes est une bataille, chaque gain un acte de conquête. Mais l'argent n'est qu'un moyen, le véritable enjeu est le pouvoir. Le pouvoir de séduire, de convaincre, de manipuler. Il s'attaque aux forteresses les plus imprenables, les épouses et les filles de la noblesse vénitienne, enfermées dans leur palais doré. Il ne leur offre pas des bijoux, mais une évasion. Il leur parle de philosophie, de poésie, de voyage. Il transforme chaque conversation en une aventure de l'esprit, chaque regard en une promesse de libération. Pour lui, la séduction est un art total, un mélange de stratégie militaire et de création poétique. Mais à Venise, chaque porte ouverte cache un piège. Ses succès lui attirent des ennemis puissants. Les maris trompés, les pères humiliés, les rivaux ruinés forment une meute silencieuse à ses trousses. Les duels éclatent dans l'obscurité des ruelles, des éclairs d'acier qui déchirent la nuit. Casanova se bat comme il vit, avec une élégance froide, une précision mortelle et un mépris total du danger. Il comprend que dans cette ville, la réputation est une question de vie ou de mort. Chaque victoire à l'épée renforce sa légende, mais le rapproche inexorablement du véritable pouvoir de la Sérénissime, le Conseil des 10 et son bras armé, l'Inquisition d'État. Il ne lui reproche pas ses dettes ou ses maîtresses, mais son indépendance. Il est un électron libre dans un système fondé sur le contrôle absolu. L'accusation de sorcellerie n'est qu'un prétexte. On l'accuse de posséder des livres de magie, de pratiquer des rituels kabbalistiques, de corrompre les esprits. Le véritable crime est de penser librement, d'agir selon sa propre volonté, de défier l'autorité. Une nuit, les sbires de l'Inquisition frappent à sa porte. Ils ne trouvent pas de preuves, mais cela n'a aucune importance. La dénonciation secrète suffit. Il est conduit, sans procès, dans les prisons les plus redoutées du monde, les plombs, sous le toit du Palais des Doges. Il n'est encore qu'un jeune homme, mais sa première vie est déjà terminée. Il est un nom sur un registre, un corps dans une cellule, condamné à l'oubli. Mais pour un homme comme Casanova, une prison n'est qu'un problème à résoudre, un défi à son intelligence. Il sait qu'il doit fuir, non seulement pour sauver sa vie, mais pour prouver au monde entier, et surtout à lui-même, qu'aucune cage ne peut retenir un esprit véritablement libre. La première étape de sa légende ne s'achève pas sur une défaite, mais sur la planification de son plus grand chef-d'œuvre. Car c'est dans le silence de sa cellule qu'il va concevoir l'évasion qui fera de lui une icône immortelle et les rumeurs de son audace se répandront dans toute l'Europe, parvenant jusqu'aux oreilles attentives des recruteurs parisiens. Sa vie à Venise fut un pari constant. Et vous, si vous aviez son audace, seriez-vous un créateur bâtissant un héritage ou un joueur misant tout sur l'instant? Partagez votre choix dans les commentaires.
Les rumeurs de son audace vénitienne l'avaient de précéder à Paris comme un vent de scandales et de promesses. Quand il arrive dans la capitale française, il n'est pas un réfugié, mais une célébrité. Les salons parisiens, avides de nouveautés et de frissons, s'arrachent en cet Italien mystérieux qui a défié la toute-puissante Venise. Il comprend instantanément que Paris est une scène bien plus vaste, avec des enjeux infiniment plus élevés. Ici, les duels ne se règlent pas seulement à l'épée, mais aussi à coups de bons mots, d'intrigues de cour et de spéculations financières. Son premier coup de maître est d'une simplicité géniale. La France est au bord de la banqueroute après des guerres coûteuses. Casanova propose au ministre des Finances une idée qu'il a étudiée en Italie, une loterie royale. Il ne présente pas le projet comme un simple jeu de hasard, mais comme un acte patriotique, une manière pour chaque citoyen de contribuer à la gloire du royaume tout en espérant faire fortune. Son éloquence, sa maîtrise des chiffres et son assurance bluffent les vieux courtisans. Il obtient le soutien du cardinal de Bernis et, plus important encore, celui de la maîtresse du roi Louis XV, la marquise de Pompadour. Il la séduit, non par des flatteries, mais par son esprit, sa culture immense et sa capacité à la divertir avec des récits de ses aventures qu'il embellit savamment. Il devient un habitué de Versailles, ce tourbillon de luxe, de pouvoir et de faux-semblants. Les rois d'Europe jouaient aux échecs avec des armées. Casanova jouait avec les rois en utilisant leur propre vanité comme pion. Il n'a ni titre, ni fortune, ni terre, mais il se comporte comme un prince et le monde, fasciné, finit par le croire. Il dépense sans compter l'argent qu'il n'a pas, sachant que l'apparence de la richesse est la meilleure garantie pour l'obtenir. Il s'habille avec une élégance excentrique, organise des soupers somptueux et se lance dans des entreprises audacieuses. Il fonde une manufacture de soieries peintes, utilisant des techniques nouvelles, et persuade la cour d'investir massivement. Mais son véritable talent réside dans l'art de naviguer dans les eaux troubles de la politique européenne. Le cardinal de Bernis, impressionné par sa finesse psychologique et sa connaissance des langues, lui confie des missions secrètes. Il n'est pas un espion officiel, mais un agent d'influence, un observateur. Il est envoyé à Dunkerque pour inspecter les défenses côtières en prévision d'une guerre avec l'Angleterre, puis en Hollande pour sonder les milieux financiers d'Amsterdam sur un possible emprunt secret. Casanova excelle dans ce rôle. Il se déplace avec aisance dans toutes les couches de la société, des tavernes de marins au salon des banquiers. Il recueille des informations, non par la force, mais par la conversation, transformant chaque rencontre en interrogatoire subtil. Il comprend que les secrets les plus importants ne sont pas dans les coffres-forts, mais dans les cœurs des hommes et des femmes. Que feriez-vous si vous possédiez son don de persuasion ? L'utiliseriez-vous pour bâtir un empire ou le brûleriez-vous pour une seule nuit de passion ? Sa vie est une course effrénée. À Paris, il affronte d'autres aventuriers qui voient en lui un rival comme le mystérieux comte de Saint-Germain qui prétend être immortel. Leurs confrontations sont des duels d'intelligence, des joutes verbales où chaque phrase est une arme. Il se bat en duel pour un mot de trop, séduit une comédienne célèbre, démasque un faux marquis et échappe de justesse à une lettre de cachet, un ordre d'arrestation arbitraire du roi. Chaque jour est une improvisation, une performance sur le fil du rasoir. Il gagne des fortunes et les perd avec la même désinvolture. L'argent pour lui n'est pas une fin, mais un carburant pour la machine de sa vie. Son ascension est fulgurante, mais il sait qu'elle est fragile. Il est un étranger, un parvenu, et sa réussite attise les jalousies. Il a le soutien de quelques puissants, mais pour combien de temps ? Il sent que le vent tourne, que ses ennemis se rassemblent dans l'ombre. Son instinct de survie, affûté dans les ruelles de Venise, lui souffle qu'il est temps de partir, de chercher une nouvelle scène, un nouveau public. Son séjour en France a fait de lui un homme riche et influent, mais il reste un exilé. La nostalgie de Venise, de cette ville qu'il a créée et rejetée, le hante. Dans un acte d'orgueil insensé, il décide d'y retourner, convaincu que sa nouvelle stature le protégera de ses anciens ennemis. C'est une erreur de calcul tragique, une démonstration que même le plus brillant des esprits peut être aveuglé par son propre ego. L'orgueil est un aimant qui attire le fer des chaînes, et Venise attendait son enfant terrible pour lui présenter la note. Mais l'orgueil
est un aimant qui attire le fer des chênes. Et Venise attendait son enfant terrible. À son retour, il est accueilli non pas en héros, mais en suspect. Sa renommée internationale, ses liens avec la France, en font un personnage encore plus dangereux aux yeux des inquisiteurs. Ils n'ont pas oublié l'affront. Ils le laissent s'installer, l'observent, tissent leur toile. L'arrestation est brutale, humiliante. Il est saisi au milieu de la nuit et reconduit dans la prison qu'il a tant haï, les Plombs. Cette fois, il n'y a pas d'accusation formelle, pas de procès. Juste une sentence de 5 ans prononcée en secret. La cellule est encore plus petite, la surveillance plus stricte. C'est une tombe de plomb sous le soleil d'été, une glacière sous les vents d'hiver. Le désespoir est total. Autour de lui, les autres prisonniers sombrent dans la folie ou la résignation. Mais Casanova refuse ce destin. Dans les plombs, il a compris que les murs les plus épais ne sont pas faits de pierre, mais de la résignation des hommes. Il a simplement refusé de se résigner. Sa lutte pour la survie devient une guerre psychologique. Il observe, analyse, calcule, chaque détail est une information. Le rythme des pas des gardes, la qualité de la nourriture, les bruits de la ville qui montent jusqu'à lui. Son esprit devient son seul royaume, la planification de son évasion sa seule raison de vivre. L'idée semble insensée. Personne dans l'histoire de la République ne s'est jamais échappé des plombs. La prison est le symbole même de l'invincibilité de l'État vénitien. S'en évader n'est pas seulement un acte de libération personnelle, c'est un acte de sédition politique. Il trouve dans sa cellule un morceau de marbre et un boulon de fer. Pendant des mois, dans l'obscurité, il aiguise le boulon contre le marbre, fabriquant une sorte de pic rudimentaire, une arme dérisoire contre des murs de 3 mètres d'épaisseur. Il cache son esponton dans une bible reliée en bois. Il commence à creuser le plancher de sa cellule, un travail de titan, millimètre par millimètre, dans un silence absolu, ne travaillant que pendant les rares moments où le bruit de la place Saint-Marc couvre le son de ses efforts. Il doit trouver un allié. Il réussit à communiquer avec le prisonnier de la cellule voisine, un moine débauché nommé Marino Balbi. C'est un pari risqué. Balbi est instable, lâche, mais Casanova n'a pas le choix. Il le manipule, le flatte, lui fait miroiter une liberté future, le transformant en son complice réticent. Le plan est d'une audace folle. Percer le plafond, monter sur le toit du palais des Doges, trouver un moyen de redescendre dans les bureaux et sortir par la porte principale. Le jour de l'évasion est fixé, la nuit de la Toussaint de 1756. Une tempête providentielle éclate sur Venise. Le vent couvre les bruits. Sous des trompes d'eau, les 2 hommes sortent par le trou du plafond. Ils se retrouvent sur les plaques de plomb du toit, glissantes, vertigineuses. En bas, la place Saint-Marc est déserte. Ils sont suspendus entre le ciel et l'abîme, 2 silhouettes minuscules sur le dos du monstre de pierre qui les a emprisonnés. La tension est insoutenable. Ils errent sur les toits pendant des heures, cherchant une faille, une fenêtre. Ils finissent par forcer une lucarne et pénètrent à l'intérieur du palais, dans les archives de la chancellerie. Ils sont libres de la prison, mais enfermés dans le bâtiment le plus gardé de Venise. L'aube approche. Casanova, couvert de poussière, les vêtements en lambeaux, prend alors la décision la plus culottée de sa vie. Au lieu de se cacher, il se compose un visage, rajuste ses vêtements et attend calmement l'arrivée des premiers employés. Quand un gardien ouvre la porte, Casanova le salue avec l'assurance d'un notable qui aurait été enfermé par erreur après une longue nuit de travail. Le garde, abasourdi par tant d'aplomb, s'écarte et les laisse passer. Giacomo Casanova et Marino Balbi descendent le grand escalier des géants et sortent sur la Piazzetta libre. Le monde entier va bientôt apprendre l'incroyable nouvelle. L'insaisissable Casanova a réussi l'impossible. La nouvelle de son évasion ne se propagea pas. Elle explosa à travers l'Europe. Et l'onde de choc atteignit le bureau du ministre français des Affaires étrangères qui y vit une opportunité unique. La nouvelle de son évasion ne se propagea pas. Elle explosa à travers l'Europe. Et l'onde de choc atteignit le bureau du ministre français des Affaires étrangères qui y vit une opportunité unique. L'homme capable de s'échapper des plombs de Venise n'était pas un criminel ordinaire. C'était une ressource. De retour à Paris, Casanova est accueilli en héros. Il est l'homme qui a humilié la fière République de Venise. Les salons se le disputent,
Les poètes chantent de son exploit. Il est au sommet de sa gloire, mais il est aussi sans le sou et sans protection. C'est alors que le gouvernement français lui présente sa facture. Sa liberté, sa célébrité ont un prix. On ne lui propose pas un emploi, on lui donne un ordre déguisé en faveur. La France a besoin de ses talents. Il est recruté par le réseau d'espionnage personnel du roi, le secret du roi. Libre des plombs, il se retrouva dans une prison plus vaste, au barreau doré, où la seule sentence était de trahir ou d'être trahi. Il n'est plus un aventurier solitaire agissant pour son propre compte. Il est devenu un pion, certes de grande valeur, sur l'échiquier de la diplomatie secrète européenne. Cette guerre en dentelle que se livrent les grandes puissances. Sa première mission l'envoie à nouveau à Dunkerque. Sous le couvert d'un voyage d'affaires, il doit évaluer les capacités navales françaises et sonder les intentions des Anglais de l'autre côté de la Manche. Il joue son rôle à la perfection, se liant d'amitié avec des officiers, séduisant la maîtresse d'un armateur pour obtenir des informations et rédigeant des rapports d'une clarté et d'une précision remarquables. Il découvre qu'il a un talent naturel pour ce jeu d'ombre. Son expérience de joueur, sa capacité à lire les gens et son sang-froid en font un agent exceptionnel. Mais il déteste cette position. Il méprise la servitude, même si elle est payée en louis d'or. Il joue le jeu, mais il le fait avec un cynisme grandissant. Il comprend que la loyauté est un leurre pour les sots. La seule règle est de servir ses propres intérêts. Une autre mission, plus délicate, l'envoie à Amsterdam, le cœur financier de l'Europe. La France a désespérément besoin d'argent et Casanova doit négocier un prêt secret avec les banquiers hollandais sans que les agents anglais ne s'en aperçoivent. Il plonge dans le monde de la haute finance, un univers aussi dangereux que les prisons de Venise, où les trahisons se chiffrent en millions de florins. Il doit déjouer les plans des espions rivaux, utiliser son charme pour gagner la confiance des financiers les plus méfiants et monter des opérations complexes pour transférer les fonds en toute discrétion. Il réussit au-delà de toutes les espérances, mais chaque succès le lie un peu plus à ses maîtres. Sa vie devient un double jeu permanent. Le jour, il est le chevalier de Saint-Galt, un noble philosophe et homme d'affaires. La nuit, il déchiffre des codes, rédige des rapports et rencontre des informateurs dans des lieux secrets. Le luxe dans lequel il vit est une couverture, ses conquêtes amoureuses des sources de renseignements. Il est au cœur du grand jeu, mais il se sent de plus en plus seul. Pourriez-vous risquer votre âme pour une vie de luxe et de pouvoir, sachant que chaque ami peut être un ennemi? Il n'a personne à qui se confier, pas même aux femmes qui partagent son lit. Il est entouré de secrets, de mensonges et de paranoïa. Il voit des traîtres partout et il a raison. Plusieurs fois, il échappe de justesse à des pièges tendus par des agents doubles ou des services de renseignement ennemis. Il commence à se lasser de ce rôle. Il n'est pas un patriote. Il ne sert la France que par nécessité. Son ambition est plus grande. Il ne veut pas être un instrument. Il veut être le maître du jeu. Il rêve de trouver un protecteur puissant, un monarque éclairé qui reconnaîtrait son génie et lui donnerait la place qu'il estime méritée. Il est fatigué d'être un pion. Il veut s'asseoir à la table des rois. C'est pourquoi il tourne son regard vers l'Est, vers l'immense et mystérieux empire russe où règne une femme qui fascine toute l'Europe, la grande Catherine, la philosophe sur le trône. Il décide de tenter le plus grand pari de sa vie, conquérir la tsarine et avec elle la Russie. En devenant espion, il a échangé sa liberté contre la sécurité, un dilemme éternel. Pour survivre, seriez-vous prêt à devenir un instrument du pouvoir ou un fugitif pour toujours? Laissez-nous savoir votre choix en commentaire. Son ambition le pousse donc vers le nord, vers la grandeur glaciale de Saint-Pétersbourg. Il est persuadé que son esprit, son audace et son charme qui ont conquis Paris sauront séduire la plus puissante femme du monde, Catherine la Grande. Il arrive en Russie en plein hiver de l'année 1764 avec des lettres de recommandation et un projet audacieux, une réforme du calendrier. Il imagine que ce débat intellectuel lui ouvrira les portes du pouvoir. Mais la Russie n'est pas la France. La cour de Catherine n'est pas un salon de beaux esprits, mais un nid de serpents où la flatterie est une arme et l'intrigue une seconde nature. L'impératrice, une Allemande pragmatique et impitoyable qui a pris le pouvoir par un coup d'État, l'accueille avec une curiosité polie.
Elle a entendu parler de lui, de son évasion, de son esprit. Elle lui accorde plusieurs audiences. Ce sont des duels intellectuels fascinants. Casanova déploie toute son érudition, cite les philosophes des Lumières, parle d'économie, de politique, de gouvernement. Catherine l'écoute, le questionne, le teste. Elle est impressionnée par son intelligence, mais elle n'est pas dupe. Elle voit en lui ce qu'il est. Un aventurier de génie, mais un aventurier tout de même. Le froid de la cour russe est plus mordant que celui de l'hiver. Casanova se heurte à un mur de méfiance et de jalousie. Les favoris de l'impératrice, les tout-puissants frères Orlov qui l'ont mise sur le trône, voient d'un mauvais œil cet étranger arrogant. Ils le méprisent et le tiennent à l'écart. Les vieilles astuces de Casanova ne fonctionnent pas. Le charme qui opérait sur les dames de Paris et de Venise est sans effet sur cette impératrice qui a vu des hommes tués pour elle. Ses projets grandioses sont poliment écartés. On lui fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour lui dans cet empire autocratique. C'est une humiliation profonde. Pour la première fois de sa vie, son talent pour la persuasion a échoué. Il est seul, sans argent, dans une capitale immense et hostile. Il voyage à Moscou, découvre un pays à la fois fascinant et barbare, un colosse aux pieds d'argile. Il observe la misère du peuple, la corruption des fonctionnaires, la puissance écrasante de l'aristocratie. Il comprend que la philosophie de Catherine n'est qu'un vernis sur une réalité brutale. Il rédige des mémoires sur l'état de la Russie, des analyses d'une lucidité surprenante, mais personne ne veut les lire. Sa déception est immense. Il a mis tous ses espoirs dans cette rencontre au sommet, et il n'en a retiré que de la frustration. C'est un tournant dans sa vie. Le Casanova triomphant, sûr de lui, commence à laisser place à un homme plus amer, plus cynique. Il a rencontré une volonté plus forte que la sienne. Il a vu les limites de son pouvoir de séduction face à la raison d'État. L'échec russe est une blessure narcissique qui ne guérira jamais. Il quitte la Russie après presque 1 an, non pas sur un coup d'éclat, mais discrètement, comme un invité qui a trop prolongé son séjour. Il laisse derrière lui le rêve d'une grande carrière politique. Il doit redevenir ce qu'il a toujours été. Un vagabond de génie, un homme sans attache, cherchant fortune au gré des vents. Son voyage le mène vers le sud, à travers la Pologne, un royaume en pleine anarchie où il connaîtra un autre drame. Mais avant cela, il continue sa route, cherchant un nouveau théâtre pour ses talents. Son instinct le pousse vers des terres plus chaudes, vers l'Espagne. Il ignore encore qu'il se dirige droit vers un piège bien plus redoutable que la cour de Russie. L'ombre implacable et silencieuse de la Sainte Inquisition. Après le froid glacial de la Russie, l'Espagne apparaît à Casanova comme une promesse de soleil et de nouvelles aventures. Mais il commet une grave erreur d'appréciation. L'Espagne de Charles III n'est pas la France des Lumières. C'est une nation fière, austère, profondément catholique, où le pouvoir de l'Église reste immense et où la Sainte Inquisition, bien que moins virulente qu'auparavant, continue de veiller sur l'orthodoxie avec une vigilance paranoïaque. Casanova, avec sa réputation sulfureuse, son style de vie libertin et sa langue bien pendue, est l'incarnation de tout ce que cette Espagne déteste. Il arrive à Madrid et tente d'appliquer ses méthodes habituelles. Se présenter à la cour, charmer les puissants, séduire les belles dames, mais il se heurte à un mur de froideur. La noblesse espagnole est fermée, dévote et méfiante envers les étrangers, surtout un Italien connu pour être un athée et un sorcier. Il est immédiatement placé sous surveillance. Ses moindres faits et gestes sont épiés par les familiars, les informateurs laïcs de l'Inquisition. Ses conversations dans les cafés, ses fréquentations, les livres qu'il lit, tout est consigné dans des rapports secrets. Casanova sent le danger, mais son orgueil l'empêche de fuir. Il croit pouvoir se jouer des prêtres espagnols comme il s'est joué des inquisiteurs vénitiens. Il commet l'imprudence de se vanter de ses connaissances en cabale, de critiquer ouvertement certains dogmes de l'Église, et pire que tout, de posséder des livres mis à l'index comme les œuvres de Voltaire. L'arrestation est inévitable. Il est jeté dans la prison de Buen Retiro, un lieu sinistre. Cette fois, la situation est bien plus grave qu'à Venise. L'Inquisition espagnole est une machine à broyer les âmes, méthodique et implacable. Il n'est pas accusé de délits mondains mais d'hérésie, un crime qui peut le conduire au bûcher.
Les interrogatoires commencent. Dans une salle sombre, face à des juges aux visages impassibles, il doit se défendre contre des accusations secrètes portées par des témoins anonymes. On le questionne sur sa foi, sur ses lectures, sur ses pensées les plus intimes. C'est une bataille psychologique terrifiante. Il ne peut compter ni sur son charme, ni sur ses relations. Il est seul face au système le plus redouté d'Europe. Il comprend que la seule issue est la ruse. Il ne nie pas, ne provoque pas. Il joue le rôle du pécheur repenti, de l'esprit curieux qui s'est égaré, mais qui est prêt à revenir dans le droit chemin. Il utilise sa connaissance de la théologie pour embrouiller ses accusateurs, cite les pères de l'Église, se présente comme une victime de calomnie. C'est une performance d'acteur prodigieuse, où chaque mot, chaque silence est calculé. Il doit gagner du temps, espérer une intervention extérieure. Heureusement pour lui, ses puissants amis de Paris n'ont pas oublié ses services. Le gouvernement français, alerté de son arrestation, intervient discrètement par la voie diplomatique. L'Espagne, alliée de la France, ne peut ignorer cette requête. Après 42 jours d'angoisse, Casanova est libéré, mais avec l'ordre de quitter le pays sur le champ. Il a échappé de justesse au pire. L'expérience espagnole le marque profondément. Il a vu le visage du fanatisme et il en a été terrifié. Lui, l'homme de la raison et du plaisir, a été confronté à un monde de dogmes et de répression. Il quitte l'Espagne, non pas en conquérant, mais en fugitif. Cet épisode révèle une autre facette de son personnage. Non plus le séducteur ou l'espion, mais le combattant pour la liberté de penser. L'incarnation de l'esprit des Lumières face aux forces de l'obscurantisme. Il a gagné la bataille, mais il en sort affaibli, conscient de sa vulnérabilité. Il reprend la route, mais le cœur n'y est plus. Les échecs en Russie et le traumatisme en Espagne ont ébranlé sa confiance en lui. Il se dirige vers la Pologne, espérant y trouver un refuge et une nouvelle chance. Il ignore que c'est là que son orgueil le rattrapera et le précipitera dans une chute dont il ne se relèvera jamais vraiment. Varsovie, à cette époque, est un champ de bataille politique. La Pologne est un royaume affaibli sous l'influence de ses puissants voisins, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Le roi, Stanislas Auguste Poniatowski, est un ancien amant de Catherine la Grande placé sur le trône par elle. C'est un homme de culture, un protecteur des arts, qui tente de moderniser son pays. Casanova voit en lui le protecteur qu'il a toujours cherché. Il arrive à Varsovie et pour un temps, le succès semble lui sourire à nouveau. Il est bien accueilli par le roi, qui apprécie son esprit et sa conversation. Il est admis dans les cercles du pouvoir, participe aux fêtes de la cour et se lance même dans des projets commerciaux. Il semble avoir retrouvé sa verve et sa chance. Mais son succès est éphémère. Il se fait rapidement des ennemis, notamment le comte Franciszek Ksawery Branicki, un magnat immensément riche et puissant, grand général de la couronne, et un homme connu pour sa violence et son arrogance. La rivalité entre les deux hommes éclate pour une raison futile, presque un cliché de la vie de Casanova, une danseuse italienne. Une remarque désobligeante, un mot de trop lors d'un bal et l'honneur est en jeu. Branicki, méprisant cet aventurier italien, l'insulte publiquement. Pour Casanova, reculer est impossible. Sa réputation, son seul capital, est en jeu. Il provoque le comte en duel. L'affaire fait scandale. Un étranger sans titre ose défier l'un des hommes les plus puissants du royaume. Le duel est fixé, il se déroulera au pistolet, une arme mortelle. Le matin du 5 mars 1766, dans un parc isolé, les deux hommes se font face. C'est le point de non-retour, l'aboutissement de toute une vie de défis et de provocations. Le tir est simultané. Branicki est touché au ventre, une blessure grave. Casanova est atteint à la main gauche, la balle traverse sa paume, lui brise des os et se loge dans son corps. Tous deux s'effondrent. Ils sont ramenés à Varsovie, entre la vie et la mort. Casanova, par une chance inouïe et grâce à sa constitution robuste, survit. Il refuse l'amputation de sa main et dirige lui-même son traitement avec une lucidité étonnante. Branicki, lui aussi, se remet lentement de sa blessure. Mais les conséquences de ce duel sont désastreuses pour Casanova. Bien qu'il ait techniquement gagné en survivant et en blessant son adversaire, il a commis un crime impardonnable. Il a défié l'ordre établi. Le roi, pour apaiser la puissante famille Branicki, est contraint de lui ordonner de quitter la Pologne. C'est le début de la fin.
cet événement marque une rupture. Casanova est désormais un homme marqué. Les portes de toutes les cours d'Europe se ferment devant lui. L'homme qui avait défié un grand seigneur polonais est devenu trop dangereux, trop imprévisible. Il est banni, exilé, non plus d'une seule ville, mais de toute la haute société européenne qu'il avait mis tant d'efforts à conquérir. Commence alors une longue et pénible errance. Il a presque 50 ans, sa santé est fragile, sa fortune dilapidée. Il erre de ville en ville, essayant de retrouver sa gloire passée, mais ne rencontre que méfiance et humiliation. Il est un fantôme de sa propre légende, un vestige d'une époque révolue. La chute de l'Olympe est brutale et sans appel. Le héros triomphant s'est transformé en une figure tragique, poursuivi par le souvenir d'un coup de pistolet qui a détruit son monde. C'est la transition du mythe vivant à l'homme vieillissant, contraint d'inventer de nouvelles ruses, non plus pour la gloire, mais pour la simple survie. En blessant Branicki, il a commis un suicide social. Était-ce un acte de courage ultime ou la plus grande folie de sa vie? Si vous étiez à sa place, auriez-vous défendu votre honneur au risque de tout perdre ou auriez-vous accepté l'humiliation pour préserver votre avenir? Exprimez votre avis en commentaire. Le duel de Varsovie a fermé à Casanova les portes des salons et des palais. Vieillissant, blessé et sans ressources, il est contraint d'utiliser son intelligence pour des entreprises moins glorieuses. Il entre dans la période la plus sombre et la plus cynique de sa vie, où son esprit brillant n'est plus au service de l'ambition ou de l'aventure, mais de la pure escroquerie. Il se tourne vers le monde de l'occultisme, de l'alchimie et de la cabale, non par conviction, mais parce qu'il sait que le besoin de croire au merveilleux est une faille intemporelle de l'âme humaine. Il devient un alchimiste de la fortune, promettant de transformer non pas le plomb en or, mais l'espoir des crédules en argent comptant. Sa plus grande et plus longue mystification est celle qu'il mène auprès de la marquise d'Urfé. C'est une femme de la haute noblesse française, immensément riche, intelligente, mais obsédée par l'ésotérisme et la quête de l'immortalité. Casanova l'avait rencontrée des années plus tôt à Paris. Il la retrouve maintenant et décide de mettre en scène le plus grand spectacle de sa vie. Il lui fait croire qu'il est un adepte, un maître des sciences secrètes, capable de communiquer avec les esprits et de commander au génie planétaire. Pendant des années, il va la maintenir sous son emprise psychologique. C'est un thriller manipulateur d'une cruauté et d'une ingéniosité incroyables. Il met en scène des rituels complexes, utilise des codes, des alphabets magiques et invente des communications avec des intelligences supérieures qui, bien sûr, confirment toujours ses dires et demandent de l'argent pour leurs opérations. La marquise, avide de renaître dans le corps d'un jeune homme pour atteindre l'immortalité, lui confie des sommes colossales. Casanova ne travaille pas seul. Il utilise des complices, des jeunes femmes qui jouent le rôle de médium, des serviteurs qui créent des effets spéciaux. C'est une véritable entreprise théâtrale dont le seul but est d'extorquer la fortune de la vieille dame. On voit ici un Casanova méconnaissable. Le séducteur charmant a laissé la place à un prédateur froid et calculateur. La soif de liberté s'est muée en une soif d'argent. Il se justifie peut-être en se disant qu'il ne fait qu'exploiter la sottise humaine, qu'il offre du rêve en échange de quelques diamants. Mais au fond, c'est l'histoire tragique d'un génie déchu, contraint d'utiliser son intelligence pour des tours de passe-passe. Que reste-t-il d'un homme quand il ne combat plus pour la gloire, mais seulement pour ne pas sombrer? Cette relation toxique dure des années, à travers plusieurs villes d'Europe. Casanova est à la fois le gourou et le prisonnier de sa victime. Il doit sans cesse inventer de nouveaux prodiges, de nouvelles promesses pour maintenir l'illusion. Le point culminant de l'escroquerie est la promesse d'un rituel de régénération magique. Il persuade la marquise que pour renaître, elle doit s'unir à un être pur lors d'une cérémonie complexe. C'est l'apogée de sa manipulation. Mais même cette aventure spectaculaire se termine par un échec. La marquise finit par se lasser, par douter, ou peut-être simplement par mourir de vieillesse avant l'accomplissement de la grande œuvre. Casanova se retrouve une fois de plus sans rien, obligé de fuir ses créanciers et la famille de la marquise qui l'accuse, à juste titre, d'abus de confiance. Cette longue escroquerie est le chant du cygne de l'aventurier. C'est sa dernière grande performance, mais une performance pathétique. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il l'a aussitôt dépensé. Il n'a rien construit, rien laissé, à part le souvenir d'une tromperie brillante et cruelle.
C'est la tragédie d'un homme qui ne peut accepter le déclin, le sien et celui de son siècle. Il cherche un dernier refuge, un endroit où finir ses jours. Le destin, avec une ironie cruelle, va lui offrir une retraite, mais une retraite qui sera pour lui la pire des prisons. Une bibliothèque silencieuse dans un château perdu de Bohême. Le lion vieillissant, chassé de toutes les capitales, trouve son dernier refuge au château de Dux en Bohême. Le comte de Wallenstein, un neveu du célèbre général, l'engage comme bibliothécaire. Pour le grand Casanova, l'homme qui avait conversé avec les rois et les papes, qui avait fait trembler Venise et séduit Paris, c'est une humiliation suprême. Le voilà réduit à cataloguer des livres pour un salaire modeste dans un château isolé, entouré de serviteurs qui le méprisent et se moquent de son accent italien et de ses manières démodées. Il est vieux, malade, aigri, oublié de tous. Le monde qu'il a connu, celui des Lumières, des perruques poudrées et des duels à l'aube, est en train de mourir. La Révolution française a éclaté, balayant l'ordre ancien. Casanova, l'aventurier aristocratique, est devenu une relique, un anachronisme. Sa vie à Dux est un enfer de solitude et d'ennui. Les journées sont longues, les nuits interminables, les conflits avec le personnel du château sont constants et misérables. Il se querelle avec le majordome pour la qualité du café, avec le cuisinier pour la préparation de ses macaronis. L'homme qui a défié l'Inquisition se bat maintenant pour une portion de nourriture. C'est dans ce désespoir, dans cette rage impuissante, qu'il prend la décision qui va lui assurer l'immortalité. Il décide d'écrire l'histoire de sa vie. C'est sa dernière bataille, son dernier duel, non plus contre un comte polonais, mais contre des ennemis bien plus redoutables, le temps, l'oubli et la mort. Chaque jour, pendant 13 ans, il s'enferme dans la bibliothèque et se lance dans une œuvre titanesque, Histoire de ma vie. Il ne cherche pas à écrire une confession, ni une autobiographie objective. Il veut revivre. Le papier devient sa seule scène, l'encre son seul public. En écrivant, il n'est plus le vieux bibliothécaire ridicule de Dux. Il est à nouveau le jeune abbé à Venise, l'évadé des plombs, l'espion du roi de France. Il ressuscite ses amours, ses duels, ses triomphes et ses défaites. C'est un processus douloureux et exaltant. Il écrit avec une franchise stupéfiante pour l'époque, ne cachant rien de ses escroqueries, de ses manipulations, ni de ses innombrables conquêtes amoureuses. Mais il écrit aussi avec la volonté de se justifier, de plaider sa cause devant le tribunal de la postérité. Il se présente comme un philosophe, un homme qui a vécu selon ses propres règles, dans une quête constante de liberté. Pourriez-vous tout risquer pour une liberté absolue, sachant que la faim et la solitude, le contraste entre la vie trépidante qu'il décrit et la réalité sordide de son quotidien à Dux est poignant. Il écrit sur des bals somptueux alors qu'il n'entend que le vent qui siffle dans les couloirs du château. Il décrit des passions ardentes alors que son seul compagnon est le regret. L'histoire de ma vie n'est pas seulement un livre de mémoire, c'est son ultime chef-d'œuvre, sa plus grande création. Il a passé sa vie à jouer des rôles. Maintenant, il fixe pour l'éternité le plus grand rôle de tous, celui de Casanova. Il polit sa propre légende, mêlant habilement la vérité et la fiction, l'autoglorification et une surprenante lucidité sur ses propres défauts. Il sait que ce manuscrit est sa seule chance de ne pas disparaître complètement. Il se bat contre l'effacement. Cet homme qui a vécu si intensément dans le présent découvre sur le tard le pouvoir de l'écriture pour vaincre la mort. La rédaction de ses mémoires est son dernier et plus grand exploit. L'acte final d'une existence hors du commun, un pont jeté vers l'avenir pour que son histoire, et non son corps, devienne immortelle. Giacomo Casanova s'éteint le 4 juin 1798 au château de Dux à l'âge de 73 ans. Ses derniers mots, selon la légende, auraient été « J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien ». Il laisse derrière lui quelques dettes, des souvenirs amers dans l'esprit du personnel du château et un manuscrit colossal de plus de 3600 pages. Pendant des années, ce trésor reste caché, passant de main en main jusqu'à sa publication, partielle et fortement censurée, au début du XIXe siècle. La sortie de Histoire de ma vie est une déflagration littéraire et morale. Le monde découvre un témoignage unique sur le XVIIIe siècle, vu non pas par un roi ou un philosophe, mais par un aventurier qui a traversé toutes les couches de la société.
Mais le monde découvre surtout un personnage qui va instantanément devenir un mythe. L'homme Giacomo Casanova, avec ses complexités, ses douleurs et ses échecs, disparaît pour laisser place à la figure de Casanova, le symbole universel du séducteur, de l'aventurier libertin. Son nom devient un nom commun, une référence. Il a réussi son dernier tour de magie. Lui qui a cherché toute sa vie la reconnaissance des puissants l'a obtenue, de manière posthume, du public le plus large qui soit, la postérité. Ses mémoires ne sont pas une simple autobiographie. C'est le premier grand roman d'aventure moderne écrit à la première personne. Il a consciemment façonné son image, se présentant comme le héros de sa propre épopée. Il a compris, bien avant tout le monde, que la plus grande œuvre d'art d'un homme pouvait être sa propre vie, ou du moins le récit qu'il en fait. La légende a éclipsé l'homme réel. On a oublié le mathématicien, l'espion, le financier, l'écrivain prolifique qui a traduit l'Iliade et écrit des ouvrages de philosophie. On n'a retenu que la liste de ses conquêtes, transformant une existence incroyablement riche en une simple chronique amoureuse. Pourtant, son véritable héritage est ailleurs. Casanova est l'incarnation de l'individu moderne, l'homme qui se crée lui-même sans l'aide de la naissance ou de la fortune. Il est le symbole d'une quête effrénée de liberté personnelle, une liberté qui, poussée à l'extrême, se transforme en égoïsme et finit par conduire à la solitude. Sa vie est une illustration magistrale et tragique des grandeurs et des misères de l'individualisme. Était-il un génie ou un scélérat, un visionnaire ou un parasite, un symbole de la libération des mœurs ou un prédateur cynique? Il est sans doute tout cela à la fois. Le vrai Casanova est un miroir dans lequel chaque époque et chaque individu voit le reflet de ses propres désirs, de ses propres ambitions et de ses propres contradictions. Son plus grand triomphe n'est pas d'avoir séduit des centaines de femmes, ni de s'être évadé des plombs. C'est d'avoir écrit le livre de sa vie et d'avoir ainsi forcé le monde à le lire et à en débattre pour les siècles à venir. Il a transformé son existence éphémère en une histoire éternelle. Casanova nous a laissé le récit de sa vie, un hymne à la liberté ou la chronique d'un égoïsme flamboyant. Il a façonné son propre mythe, s'assurant que le monde ne cesserait de s'interroger. Maintenant, le jugement vous appartient. Qui était-il vraiment ? Un grand joueur qui a vécu selon ses propres règles ou un imposteur de génie qui s'est joué du destin des autres? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre opinion est la dernière pièce du puzzle.